Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mondia Insem. Et bonjour Marina. Bonjour Luc et bonjour à tous et bonjour Raphaël. Bonjour Marina, Oui. bonjour Luc. Bonjour Raphaël, puisqu'un jeudi sur deux, nous recevons Raphaël, notre œnologue préféré. Maître en la matière. Sommelier. Si vous permettez, on en avait déjà parlé. Oui. On rappelle d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler la différence entre un sommelier et un œnologue. Le sommelier exerce au sein d'un restaurant, d'un établissement de restauration. Il conseille les vins, il gère sa cave, et il conseille les clients. L'œnologue, lui, travaille au sein d'une cave viticole et c'est lui qui fait le vin, qu'il fabrique ou qui conseille aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez nous conseiller, mais sur des petites bulles. Sur les petites bulles, on va parler vin effervescent. Oui, vin effervescent. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les vins effervescents? Il y a plusieurs synonymes. Effervescent, vin mousseux, parfois interprété de manière un peu péjorative, pétillant. Voilà, donc des vins vivants, en tout cas, des vins de fête. Et c'est un petit peu la saison, c'est la période. Est-ce qu'on peut parler des vins dans ce cas-là? Est-ce qu'un champagne, 3 points? On peut dire champagne. Champagne, on peut dire champagne. C'est une région. Est un vin. C'est un vin à part entière, il faut le savoir, parce que parfois aussi les gens disent pas un vin, un champagne. Non, le champagne est un vin, d'ailleurs il a son appellation d'origine contrôlée depuis 1926, je crois. C'est un vin à part entière avec une méthode, par contre, de production un petit peu particulière, en effet. Alors justement, elle est apparue quand, cette méthode particulière du champagne? C'est avec Dom Pérignon? Alors c'est... La méthode champenoise, oui. Moi, je vous corrige tout de suite. Mais l'ancestrale existait bien avant, il me semble. Il y avait une méthode même qu'on appelle encore aujourd'hui méthode ancestrale qui s'utilise, qui se fait encore dans certaines régions de France, à Limoux par exemple. Mais la méthode dite traditionnelle ou méthode champenoise, elle est un petit peu plus récente. Elle remonte au XVIIe siècle. Un contemporain de Louis XIV. Voilà, un moine... Pierre Pérignon. Voilà. Pierre Pérignon, qui, par erreur, on dit. On dit que c'est une erreur, qu'il préférait les vins sucrés, les vins un petit peu doux, et qu'il aurait rajouté un petit peu de sucre dans une bouteille de vin avant de la boucher, et ce sucre aurait refermenté. Et ça, c'est la méthode dite aujourd'hui méthode champenoise, méthode traditionnelle, qui consiste, on peut peut-être en dire un mot. Au contraire, voilà. même Donc, deux. C'est exactement à la base la production d'un vin traditionnel. Donc fermentation d'un mou de raisin jusqu'à obtenir un vin sec, où tous les sucres fermentent et se transforment en alcool sous l'effet des enzymes et des levures. Or, la méthode champenoise consiste au moment de mettre ce vin en bouteille, à rajouter une liqueur d'adjonction, une liqueur à base de sucre, une préparation souvent tenue secrète d'ailleurs par les grandes maisons de champagne, et qui aura l'effet particulier de créer une deuxième fermentation, cette fois-ci dans la bouteille. Et c'est cette deuxième fermentation, alors la fermentation en un mot, c'est le changement des sucres en alcool, et ça se fait avec une création d'un petit dépôt, et également, et c'est ça la particularité, la création, le dégagement d'un gaz, un gaz carbonique, un gaz. Et lorsque cette fermentation a lieu enfermée dans une bouteille, le gaz se dissout et ça crée les bulles, les petites bulles lors de l'ouverture du gaz, la pression aussi, c'est pour ça qu'il y a des bouteilles plus grosses aussi. Et chaque maison a donc ses secrets et des différences, d'où les goûts complètement différents. Et justement, donc on parle de champagne, mais on peut parler aussi de crément. Voilà. C'est la même chose? C'est la même chose, c'est le même procédé, sauf qu'on ne l'appelle pas méthode champenoise lorsque c'est pas en Champagne, mais méthode traditionnelle. Et on en fait en Bourgogne, en Loire, en Alsace, différents endroits de France. Donc c'est rigoureusement la même chose en fait. Un crément, du champagne, c'est... Rigoureusement, dans la méthode de vinification, oui. Mais après, à partir du moment où ce n'est pas le même terroir, où ce ne sont pas toujours les mêmes cépages qui sont utilisés, on n'aura pas les mêmes résultats. La meilleure région pour ça reste encore la Champagne, et c'est là qu'on trouve... D'ailleurs, il y a dans la classification des champagnes 3 crus. Il y a les grands crus, les premiers crus et les champagnes dits traditionnels. D'accord. C'est pas le même prix non plus, le champagne et les créments. Bon, quand même on paye quand même la marque Champagne, non? J'ai l'impression. Certainement. Oui, on paye aussi une histoire, et quand on paye une marque, on paye un savoir-faire aussi. Tout ça, oui, ça se répercute un petit peu sur le prix. Parfois, on peut trouver de très bons créments à prix beaucoup plus abordable et aussi bons, si je puis dire, que des grands champagnes. Est-ce qu'il y a des modes, Raphaël, au niveau du champagne? Est-ce qu'il y a des années où on boit plus le doux et puis des années où on prend un sec? Est-ce qu'il y a des modes? Plus que des modes, je parlerai de moments. Dans une journée, dans l'année, on peut goûter un petit champagne demi-sec, un petit peu doux justement, dans l'après-midi, avec des petits biscuits
Ça peut être un bon moment. À l'apéritif, un champagne ou un crément peut-être serait adapté, assez fin et aérien, frais, pétillant. Et puis sur des repas, parce qu'on peut faire un repas entier à base de champagne, en changeant de champagne selon le plat aussi. Donc on va prendre des champagnes plus structurés, plus vieillis, des premiers crus, des grands crus sur certains plats. Lesquels, par exemple, on commencerait avec quoi? Je vous prends des beautés comme ça, mais vous dites on peut faire tout un repas au champagne. On répète, ça s'affiche à l'écran, mais toujours à consommer quand même avec modération. Bien sûr, c'est de l'alcool. Hein. Donc, ce serait quoi le principe? Parce que pour les vins, si je me souviens bien, vous aviez dit qu'on commence toujours par le... Enfin, on finit par le meilleur, quoi, en gros. Hein. On va respecter les mêmes règles. On va respecter les mêmes règles. On va aller crescendo dans la constitution du vin. C'est-à-dire, on va commencer par les plus légers, les plus fins, les plus aériens, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on va finir par les plus structurés, les plus anciens, les plus importants, ceux qui ne feront pas regretter le précédent, comme on peut dire, mais aussi ceux qui s'adapteront à la logique du repas, hein, évidemment, avec les plats qui l'accompagnent. Ce que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas la peine d'attendre le dessert pour déguster un bon champagne. On peut le faire donc dès le départ, commencer notre repas Bien avec. sûr. Moi, je le conseille souvent en début de repas, d'ailleurs, et finir plutôt sur des vins doux, des vins plus alcooleux, plus sucrés, plus doux aussi, voilà. Donc, alors, commencer avec du brut et finir avec du doux, c'est ça? Éventuellement, mais ça dépend aussi du menu. Oui, d'une manière globale, dans l'évolution de la dégustation et du repas, oui, je préfère ça que l'inverse. Commencer avec un vin doux sur du foie gras, par exemple, et finir sur un champagne avec un petit dessert léger, ça me semble faire les choses un petit peu à l'envers. Je préfère, voilà. Alors, vous êtes venu avec... Il faut adapter des flûtes, des coupes, des verres à vin. Alors, ça se boit dans quoi? Encore une fois, avec modération, mais ça se boit dans quoi? C'est le débat autour de la table lors des fêtes. Toujours, qu'est-ce qu'on prend? Une flûte, une coupe? De manière historique, avant, c'était la coupe. Hein. Il y avait il existait la coupe. La coupe, c'était donc celle qui était comme ceci, là, où on pouvait tremper son nez dedans, d'ailleurs. Hein. C'était un peu l'inconvénient, c'était pas très pratique. Ce n'est pas très pratique et ça ne permet pas de concentrer les arômes les notes s'échappent. Pour le nez. Voilà, ça c'est vrai. Pareil pour les bulles, le perlage du vin, hein, parce qu'un vin se déguste. Un champagne se déguste comme un vin de la même façon et avec la différence près qu'on va juger le perlage du vin, c'est-à-dire ces petites bulles. Et ces bulles, on les voit mieux dans des verres traditionnels, des verres à dégustation de vin traditionnels, même plus adaptés au blanc, un petit peu élancés quand même, ou à la rigueur, des flûtes, même des flûtes un petit peu larges comme celle-ci. C'est votre conseil, ça? Celle-ci est trop étroite. Par exemple? Non, celle-là, elle est pas mal. Je lui reproche juste la contenance, peut-être un petit peu faible. Vous savez qu'il faut servir toujours en contenance. Dans ce cas-là, il faudrait servir très peu, des petites doses. Mais pourquoi pas celle-ci? Oui, elle serait adaptée aussi. Donc ça se consomme, ça se goûte comme un vin. Alors, avant de goûter comme un vin, je vous propose l'ouverture déjà du champagne, parce que c'est pas si simple. Si vous voulez. Il y a un outil particulier pour l'ouverture? On peut utiliser des outils. Alors, comment éventuellement, on les appelle? Alors, l'avantage du champagne, c'est qu'il s'ouvre sans rien, avec les mains. Donc, a priori, sans outils. Or, il peut y avoir des champagnes où le bouchon ne sort pas, ou pas facilement. Dans ce cas-là, on peut s'aider d'une pince à champagne pour prendre le bouchon et nous aider en le faisant sortir délicatement. Il faudra faire attention, évidemment, de ne pas le casser. C'est un bon cadeau. Voilà. C'est un beau cadeau, ça, à offrir. Oui, des cadeaux. On donne des idées cadeaux tous les jours, une pince à champagne. Eh ben, c'est mon cadeau, alors. Ça se trouve, oui, difficilement. Oui. Ça se trouve où? Difficilement. Je ne sais pas. D'accord. Justement. Ok. C'est justement. Donc on va la reposer là, j'ai bien compris. Je vois bien votre regard, là. J'ai bien compris qu'il fallait que je la repose. N'y touchez plus, n'y touchez plus. Non, j'avais pas qu'il la garde. Ça, j'en veux pas, par contre. Ça, c'est un tire-bouchon. C'est un sommelier ou limonadier qu'on peut utiliser. Donc, en dernier ressort, si le bouchon se casse, pour ensuite ouvrir le champagne, ça peut. Oui, parce que des fois, c'est pas la peine de faire le malin. Si je vais y arriver, puis au risque de blesser quelqu'un, on peut le faire avec. C'est bien vu, hein. Bien sûr. Mais c'est des cas extrêmes. Voilà. Alors, l'ouverture du champagne, donc pareil que le vin, après présentation aux clients éventuellement ou à nos hôtes, à nos invités. Donc, on enlève la capsule en prenant garde toujours dès le début de maintenir le doigt, de tenir la bouteille exceptionnellement, non pas par le bas comme on le ferait sur une bouteille de vin, mais par le haut avec le doigt, le pouce sur le bouchon pour éviter qu'il sorte prématurément. Donc, je dis bouchon, mais ça s'appelle le muselet, ce qui entoure le bouchon. Alors, on ouvre comme ça, et là, ça c'est une étape un petit peu critique, parce qu'au moment où on enlève le muselet, il faut s'assurer que le bouchon ne parte pas. Donc, a priori, il reste, donc je vais le faire rapidement. On remet la main
sur le dessus. Et donc là, maintenant, on le sort en douceur. Absolument. Donc, tout doucement. Alors, on se munit d'un litho pour ensuite essuyer le dessus de la bouteille pour éviter les impuretés. Et on évitera évidemment tout bruit. On est trop fort. Oui, il faut éviter absolument. Alors là, la bouteille est à température. Donc j'espère qu'elle ne jouera pas de mauvais rôle en direct. Normalement, ça se sert très frais, à 8-10 degrés un champagne. Donc là, c'est pas le cas, il est à température ambiante. Donc maintenant, je suis allé trop loin. On essaiera d'improviser. On évite les dégâts. Et de faire trop de bruit également. Réussi. Voilà. Bon, on va le servir rapidement. Voilà. Bon, ça va. Ce qui est important, c'est que donc on le sert encore une fois dans un verre. Donc on le sert pas comme ça en fait. Il faut éviter qu'il y ait trop de mousse. De toute façon, quand on sert un vin, et le champagne fait partie des vins, on ne tient pas le verre à la main. Il est en général posé. Voilà, le serveur, je parle du serveur. Le client peut tendre un verre et le serveur lui rendra. Le sommelier le servira. Mais on sert lorsque la bouteille, voilà, sans toucher le verre, une dose pas trop importante, et on essuie délicatement le Là, il mousse un petit peu parce qu'il est chaud, tout simplement. Il est un petit peu à température élevée, là, oui, ambiante, donc c'est un peu trop élevé pour la dégustation, mais on peut quand même... Et donc, alors, on va revenir sur l'aspect, ça se goûte comme un vin, puisque c'est un vin. Et donc, comment on l'apprécie? Parce que, encore une fois, il y a la partie olfactive, mais il y a la partie visuelle, avant la partie gustative. Absolument. Alors celui-ci, il a une jolie couleur, par exemple jaune, un petit peu doré, avec des reflets dorés. Il a un perlage, je dirais, assez présent, donc important. Donc ça, c'est signe d'une qualité aussi. La bulle est fine, et là, il est cristallin. Vous voyez, ces reflets un petit peu dorés, mais qui laissent transparaître la lumière. Ça, c'est déjà... C'est déjà de bon signe. Mais alors, une question bête, les bulles, c'est quoi les bulles dans le champagne? C'est le gaz carbonique qui provient de cette deuxième fermentation qui a eu lieu en bouteille et qui, à l'ouverture, se dégage. Donc, la pression étant plus forte dans le liquide, ça permet maintenant que la bouteille est ouverte au gaz de se dégager, de sortir naturellement. Marina, vous avez vu, elle ne participe plus au débat, là, Marina. Un peu chaud, j'écoute. Un peu chaud, mais bon. Un peu chaud, mais bon. Dites-moi, vous êtes venu avec du champagne, je dirais, normal. Et il y a, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus la mode du champagne rosé. Maintenant, on n'entend plus parler que de ça. Oui. C'est mieux, c'est différent, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est déjà le champagne rosé? Parce qu'on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Le rosé, on peut parler quand même des 3 cépages principaux qui existent en Champagne, qui sont autorisés dans les décrets pour la vinification des champagnes. Et c'est intéressant parce qu'il y a évidemment un cépage, un raisin blanc qui est le chardonnay, mais il y a également 2 raisins rouges, 2 raisins noirs qui donnent traditionnellement des vins rouges, c'est le pinot noir et le pinot meunier. Et de ces vins, on peut en faire du champagne blanc, donc c'est tout le monde ne le sait pas. Et la musique me fait oublier le... Et non, et avec du raisin rouge, on fait du champagne blanc. Mais quand on n'utilise que du raisin blanc, c'est du blanc de blanc. Exactement. Voilà. Un champagne issu du chardonnay, c'est un blanc de blanc. Un blanc de blanc. Et si je collectionne les bouchons, je m'appelle comment? On peut demander à Luc. Je n'ai aucune idée, vous pensez bien? Ça existe. C'est un placomusophile. La placomusophilie, c'est... pour ceux qui collectionnent, non pas les bouchons, pardon, mais les capsules, les muselets, les capsules de champagne. Voilà. Ce sera votre dernier mot d'année 2011 sur le plateau d'INSEE, Raphaël. Joyeux Noël. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. On se retrouve en 2012, Raphaël. Nous on se retrouve dans 5 minutes. Marina, la météo, on a tout dit. Allez, je compte sur vous. Merci, Raphaël. À l'année prochaine. Merci beaucoup.